Bonjour à tous, bienvenue dans cette session. Ça fait très étrange parce que moi je ne m'entends pas du tout, mais j'ai l'impression que vous m'entendez. Super, merci. Merci du soutien. C'est un passage délicat parce que c'est la dernière session de la journée. Généralement, il y a deux passages délicats, c'est juste après le repas, tout le monde a envie de faire une sieste. Et la fin de journée parce que vous avez entendu plein de présentations passionnantes. Mais je vous rassure, on va la faire courte, ça ne dure pas plus de 90 minutes. Non, je rigole. On va le faire en 25 minutes. Je me présente, je suis Patrick Sarfati, je travaille chez Crédit Agricole CIB. J'ai une expérience de 30 ans dans le trading fixed income et depuis à peu près 3 ans, je suis responsable de l'innovation pour Global Market Division. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Paul Prédat. J'ai un certain nombre d'années aussi au sein de Crédit Agricole CIB et aujourd'hui, je travaille comme data scientist au sein de l'IA Factory. Et en particulier, je travaille avec les équipes GMD. Donc aujourd'hui, on va vous présenter un use case dédié à utilisant l'intelligence artificielle pour les marchés financiers. Avant de vous présenter et de discuter de ce use case, je vous présente en 1 minute le Crédit Agricole CIB. Crédit Agricole CIB, c'est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole. Crédit Agricole qui est le 10e groupe bancaire mondial par la taille de ses actifs. Au sein de Crédit Agricole CIB, nous sommes 8600 collaborateurs qui sont répartis entre la zone Amérique, Europe, Afrique du Nord, Moyen-Orient et Asie-Pacifique. Et nous accompagnons nos clients dans la couverture de leurs besoins financiers. Et puis, ça veut dire quoi exactement la couverture des besoins financiers? En fait, c'est la proposition à des clients qui sont soit des grandes entreprises, soit des institutionnels, la proposition d'une gamme de services et de produits dans les métiers de la banque de financement, de la banque de marché, de la banque commerciale, du commerce international et des financements structurés. Et c'est là où je laisse la main à Paul pour présenter le use case. Et donc, dans les quelques minutes qui viennent, effectivement, on va parler d'une application particulière que nous avons fait pour les équipes des marchés des capitaux. Mais avant d'attaquer directement le use case, je vais vous raconter un petit peu notre partenariat avec Dataiku. Donc, on travaille avec eux depuis 3 ans et demi à peu près. Donc, on a fait un POC il y a 4 ans et depuis 3 ans, on a installé la plateforme au sein de Crédit Agricole CIB. Et on a été séduit par les facilités de cette plateforme sur 3 axes principaux. Donc, d'un côté, la capacité à intégrer et à préparer les données rapidement et facilement, à la fois pour des codeurs et des non-codeurs. Donc, ceux qui travaillent dans le domaine savent que ça prend environ 70% du temps nécessaire pour réaliser une application. Deuxièmement, et c'est le cœur, c'est le pourquoi du comment on a pris la plateforme, ça permet de faciliter l'entraînement et l'usage des modèles d'intelligence artificielle. Et on peut à la fois combiner des modèles classiques standards qui sont déjà encapsulés dans Dataiku avec des modèles réalisés sur mesure et customisés. Et last but not least, la capacité de déployer rapidement en production et de façon facile. Parce qu'un use case qui reste sur un notebook Python et qui est montré juste comme ça, finalement n'a pas de valeur s'il ne s'inscrit pas dans un processus opérationnel réel pour des vrais utilisateurs finaux. Donc, en quelques mots, aujourd'hui, Dataiku chez CACIB, c'est une centaine d'utilisateurs de type data scientist essentiellement et environ 70 use cases dont à peu près la moitié sont déjà en production et sur lesquels on fait des évolutions. Et les autres sont en cours de développement, soit ce sont des proof of concept, des POC, soit ce sont des choses qui sont dans un stade plus avancé et qu'on espère rapidement mettre en production. Et c'est là où je reprends la main. Alors, pour vous donner un peu de contexte sur ce use case, lorsque vous visualisez une salle de marché, vous avez une population de traders, une population de sales. Les sales parlent aux clients, donc on l'a dit, des grandes entreprises ou des institutionnels, et les clients font des requêtes pour acheter ou pour vendre des produits financiers. Dans notre use case spécifiquement, on a appliqué donc l'intelligence artificielle
pour ce qu'on appelle les produits structurés actions. Alors, encore une fois, un peu de contexte. Vous êtes familier avec les actions. Vous avez aussi des produits dérivés sur actions, comme les futurs. Et puis, vous avez des produits qui sont des produits sur mesure, destinés à la clientèle, qui proposent un rendement particulier, indexé sur le cours d'une action, d'un panier d'actions ou d'un panier d'indices. Ces produits-là sont émis par le Crédit Agricole, CIB, et sont distribués à la clientèle. Et puis ensuite, pendant la vie du produit, puisque ce sont des produits qui ont une durée de vie limitée, on va dire autour de 5 ans, ou entre 5 et 10 ans, pendant la vie du produit, le client peut revenir soit pour acheter ce même produit, parce qu'il apprécie bien, il estime qu'il va continuer à performer, soit pour en revendre. Et là, c'est la problématique pour le desk de trading, puisqu'il s'agit de montrer le meilleur prix au client, tout en essayant de maintenir une marge raisonnable, sachant que ces produits-là sont des produits assez complexes, avec des sous-jacents et des produits de couverture assez nombreux derrière. Donc l'idée ici, c'était de dire, est-ce qu'on est capable de prédire quel sera le sens d'un client qui va venir nous solliciter sur un produit donné? Sachant qu'en catalogue, on a une centaine de produits avec des coupons différents, avec des indices différents, avec des maturités différentes, et qu'on a également tout un portefeuille de clients. Et c'est là où on s'est dit que l'intelligence artificielle pourrait nous aider, puisqu'on pourrait s'appuyer à la fois sur toutes les données dont on dispose, sur les transactions précédentes, sur les données de marché, quel est le niveau de la volatilité, le niveau des taux, le niveau des actions, le niveau des indices. Est-ce qu'en combinant à la fois un modèle DI et les données de clients et les données sur les données de marché, est-ce qu'on arriverait à faire de la prédiction? Et donc c'est tout le sujet qu'on a confié à Paul. Et à l'équipe de Patrick, qui contient également des data scientists et avec lesquels on travaille main dans la main. Et pour attaquer le problème, on a fait des workshops, enfin on a travaillé de façon très régulière et avec beaucoup de workshops pratiques avec les utilisateurs finaux, c'est-à-dire les traders. Et on a essayé de comprendre comment ils raisonnaient au niveau humain pour traduire leur façon de faire dans des features, des éléments matériels de données qui puissent être significatifs pour la prédiction future. Et nous avons appris qu'effectivement, ce type de produits particuliers ont une sorte de cycle de vie et que le positionnement des clients à l'achat ou à la vente dépend de l'âge en quelque sorte du produit, avec un certain comportement au début, un autre comportement par la suite. Ils nous ont appris également le fait que certains clients ont des comportements cycliques ou assez prédictibles et que certaines opérations permettent de deviner en quelque sorte, ou le fait qu'ils aient fait certaines opérations permettent de deviner le fait qu'ils vont en faire d'autres dans un avenir proche. Et enfin, bien sûr, les conditions de marché ont aussi une influence sur la façon dont les clients réagissent et la façon dont ils vont venir faire des requests, ce qu'on appelle des requests for quotes. Ils vont nous demander des prix et ils vont acheter ou vendre nos produits. Donc, ce travail de compréhension de l'expertise métier nous a permis d'une part d'identifier ce qu'on appelle une bench naïve, enfin une façon qu'ils ont aujourd'hui de faire cette prédiction et qui est basée essentiellement sur l'âge du produit. Donc on a modélisé ce bench naïf et d'autre part on a essayé avec Dataiku, en utilisant les modèles dans Dataiku, de faire mieux que les performances de ce bench naïf. Et après avoir testé des multiples modèles, après avoir construit des données synthétiques à partir de cette expertise issue de nos dialogues, on s'est arrêté sur un modèle de type boosting, j'entre pas dans tous les détails, et
en faisant les mesures nécessaires sur les données de test qu'on avait à disposition, on s'est aperçu que ce modèle plus élaboré, qui reste relativement simple, mais il est quand même plus élaboré, fait 2 fois moins d'erreurs que l'heuristique naïve qui est utilisée aujourd'hui pour deviner le sens de ces transactions. Et un élément essentiel dans la mise en œuvre de ce use case et dans l'acceptation de ce use case par de la solution qu'on proposait aux utilisateurs finaux, c'était de leur donner confiance dans le modèle. Parce que souvent, vous entendez parler AI et le mot qu'on associe, c'est black box. Vous avez un moteur d'AI, il vous propose des probabilités, il vous propose des prédictions, mais vous ne savez pas pourquoi. Or, pour nous, traders, c'est très important de savoir quels sont les facteurs qui vont expliquer tel comportement. Et donc, la composante black box, ce n'était pas possible. Et ce qu'on a apprécié dans ce use case, c'est d'avoir la capacité d'expliquer quel est le facteur qui va déterminer le fait qu'un client soit à l'achat ou à la vente sur un produit déterminé. Et ce côté black box, on l'a éliminé. Au contraire, on a une transparence. Et ça, c'est extrêmement utile pour le trader. Et justement, l'outil nous a permis, le modèle, une fois entraîné, il permet de ressortir les variables qui sont les plus explicatives par rapport à la prédiction finale. Et la bonne nouvelle a été qu'au moment où on a montré ces variables avec leurs poids respectifs aux traders, ils n'ont pas été surpris. C'est-à-dire qu'ils ont fait la connexion, ils ont dit « Ah oui, effectivement, ça fait sens. Si le modèle aurait montré des variables complètement improbables, ça aurait été quelque part un signal d'alarme pour nous en disant le modèle il est bizarre. Mais le fait que le modèle mette en avant certaines variables qui modélisent en quelque sorte le comportement antérieur des clients, ça les a rassurés parce que ça correspondait à l'intuition issue de l'expertise métier qu'ils avaient. Donc, Dataiku nous a permis de mettre en évidence ces variables-là. Et deuxième élément, effectivement, en utilisant des dashboards qui sont faciles à construire au sein de l'outil, on leur a mis entre les mains un outil simple qui permet pour un instrument donné, de mettre en parallèle les vraies opérations qui ont eu lieu par le passé, et vous avez ici l'illustration, avec la prédiction que le modèle fait. Et ici, vous le voyez, les histogrammes verts et rouges représentent des achats ou des ventes réelles qui ont eu lieu sur un instrument donné. Et les courbes en pointillés vertes ou rouges représentent la probabilité d'achat ou de vente que le modèle prédit pour ces types d'instruments. Et vous voyez bien qu'il y a quand même une corrélation assez forte entre la probabilité que le modèle indique et les vraies opérations qui se sont passées précédemment. Donc tous ces éléments-là d'explicabilité, la capacité de montrer rapidement des résultats ont permis de bâtir la confiance avec nos clients, les traders, et leur confiance dans le modèle. Sans aller trop dans les détails, pour ceux qui connaissent déjà la plateforme, vous avez ici une vue d'avion du projet lui-même. Parce que l'intérêt de Dataiku, c'est qu'il permet de visualiser graphiquement la transformation des données nécessaires pour aboutir à une application. Et on reconnaît ici une phase en haut de préparation de la donnée qui peut être plus ou moins significative, où on a combiné des récipes, ce qu'on appelle des récipes, des recettes pré-codées dans Dataiku qu'on code à travers du clic, ou des recettes plus élaborées qu'on a écrites en Python. Donc il y a toute une phase de préparation de données. Au milieu, vous avez le cœur de l'application, la capacité à entraîner un modèle. Et on a entraîner à la fois un modèle naïf qui se base sur une seule variable, c'est ce que les traders nous avaient expliqué, et notre modèle un peu plus élaboré, ce qui a permis de les comparer. Enfin, l'objectif, c'est d'avoir une prédiction
au fil du temps, au jour le jour pour les instruments. Et ça, on l'a fait en complétant, à nouveau sans entrer dans les détails, en complétant des séries temporelles. Et pour ça, on a utilisé ce qu'on appelle des plugins, c'est-à-dire des mini-applications qui ont été développées par d'autres et qui sont mises à disposition dans un sort de store au sein de Dataiku. Ce qui a permis de construire ces séries temporelles, de fournir la prédiction au jour le jour. Et en même temps, il y a une partie, notre régulateur interne, et à juste titre, il vérifie la pertinence de ces modèles et il nous demande que les modèles soient monitorés, qu'on vérifie en permanence si ce qu'ils prédisent est juste et si l'erreur reste dans des limites raisonnables. Et si ce n'est pas le cas, il faut réentraîner le modèle. Donc tout ça, ça a été fait à l'intérieur de l'outil. Donc pour résumer, en quoi Dataiku nous a aidés? Donc on a l'apport essentiel de l'outil a été à la fois technique et fonctionnel. Donc technique sur les 3 grands axes dont on a parlé. D'une part, la capacité à se connecter rapidement à des sources de données diverses et à les manipuler de façon rapide sans avoir besoin d'écrire du code. On a écrit du code uniquement pour des traitements plus sophistiqués. Mais le reste, l'analyse de ces données et la mise en évidence de certaines particularités de ces données et la construction des nouvelles variables, des features, ça a été fait grâce à l'outil. Deuxièmement, les facilités d'apprentissage, de machine learning proprement dites sont importantes. Donc on a eu la capacité rapidement de tester plusieurs modèles, de voir leurs performances, de voir l'explicabilité de ces modèles et de choisir le meilleur. Et enfin, troisième caractéristique technique en quelque sorte, c'est la capacité de mettre en production rapidement. Donc une fois qu'on a une version du projet qui tient la route, qui donne des résultats raisonnables, on peut la mettre de façon sécurisée en production de façon automatique. Donc ça, c'est les atouts techniques. Les atouts fonctionnels, je dirais, il y a 2 points essentiels. Donc d'une part, une interface utilisateur de bonne qualité qui nous a permis d'interagir rapidement avec les traders et fréquemment. Donc les traders, ce sont des gens très pressés, qui ont peu de temps, donc il faut leur montrer des résultats rapides, compréhensibles, pour qu'on puisse avoir un dialogue efficace et qu'on arrive à tirer de la bonne information pour corriger ou pour améliorer le projet. Donc le fait de pouvoir faire des dashboards rapidement, de montrer la qualité de données, ça a été un atout. Et le deuxième dont Patrick a déjà parlé, c'est l'explicabilité. Ça, c'était essentiel, c'était vital. Donc ça, l'outil le permet. Pour résumer, qu'est-ce qu'on a gagné en utilisant l'outil? Ce projet-là, il apporte de la valeur, certes, au business, enfin au desk de trading, mais on aurait pu le faire par programmation traditionnelle, en Python et en SQL, dans un environnement, je dirais, open source standard. Mais le fait de pouvoir prototyper rapidement et tous les éléments dont je vous ai parlé nous a permis d'aller beaucoup plus vite. Et donc, en conclusion, le time to market, la capacité à livrer rapidement les choses, ce time to market a été divisé, on estime, par 3. Donc on a été capable de livrer 3 fois plus vite de la valeur aux mains de l'utilisateur. Le temps est essentiel. Comme on dit chez nous, time is money. Merci beaucoup. Merci à tous.